Salut, c'est Stéphane. Alors, ceci n'est pas un pré-générique ni une forme d'intro, c'est un erratum. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez m'entendre dire Laurent Cardon, alors qu'en fait il s'agit de Dominique Cardon. Je citais le sociologue Dominique Cardon, et puis par un lapsus, car j'ai communiqué pendant un certain temps, pendant des mois, pendant des années, avec un Laurent Cardon, donc évidemment, dans la situation évidemment toujours incommodante, stressante de s'enregistrer tout seul chez soi, de gérer l'image, le son, le disque dur, la mémoire, etc. On pense à plein de choses et puis parfois, surtout quand on connaît quelqu'un qui a un homonyme, qui a le même patronyme, eh bien on se mélange les pinceaux. Donc quand vous m'entendez, je répète, dire Laurent Cardon, il s'agit en fait du sociologue Dominique Cardon. Je n'ai malheureusement pas matériellement le temps de réenregistrer la vidéo qui suit, juste pour cette petite modification. Voilà, vous me pardonnerez de vous la glisser comme ça en pré-générique. Ça fait du bien de s'éclater un peu de temps en temps. Alors, merci d'abord d'être aussi nombreux, en tout cas de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Bah oui, vous savez que le paradoxe d'Homme d'influence et de Stéphane Edouard sur YouTube, c'est que la chaîne est très ancienne, mais pendant 5 ou 6 ans, c'était pas une chaîne. Je me servais un peu de YouTube comme un disque dur où je stockais finalement tout ce qui débordait du site, tout ce que je ne pouvais pas héberger comme contenu audio-vidéo ou rien d'autre, audio-vidéo sur le site, et ben je l'expurgeais comme ça, je le balançais sur YouTube sans queue ni tête, sans présentation, sans introduction, sans conclusion, sans description, bien souvent avec une petite image comme ça, vignette collée à la va-vite, et donc ça n'était pas une chaîne, c'était plutôt un disque dur de stockage, et ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois, à peine quelques semaines, que cet espace est vraiment devenu une chaîne à part entière. Je vous y accueille avec grand plaisir, et vous me le rendez bien, puisque les chiffres décollent, et le prouve. D'ailleurs, on fera une petite vidéo spéciale pour les 10 000 abonnés, on en reparlera. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, qui ne sera pas spécialement petite, au sens où si, elle sera petite parce que j'y participerai peu, mais vous allez voir qu'elle va être très intéressante parce qu'on va comme ça croiser des paires de lunettes. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous donner du grain à moudre. Pourquoi du grain à moudre? C'est parce que depuis quelques jours, je remarque que vous vous écharpez pas mal dans les commentaires. Je lis vos commentaires, je ne réponds plus systématiquement car, évidemment, depuis que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que la chaîne décolle, évidemment, j'ai trop de commentaires, donc je n'ai plus les moyens logistiques de répondre à chacun comme je pouvais le faire avant, mais je les lis néanmoins, je vois que vous vous écharpez beaucoup et que vous cherchez à découvrir dans des indices comme ça, souvent accessoires, souvent extérieurs, souvent anecdotiques à ces vidéos, vous cherchez à y découvrir, à y lire mes opinions politiques. Alors ça m'amuse beaucoup, ça me fait beaucoup rire, et puis surtout ce qui me fait beaucoup rire, c'est à quel point vous avez tous quasiment tort. Alors j'ai à peu près tout lu, que j'œuvrerai indirectement en dénonçant les racailles, que je ferai le jeu du Front National, enfin j'ai lu tout et n'importe quoi, donc je vais maintenant vous révéler mes opinions politiques, et je vais le faire évidemment, vous vous en doutez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, on va le faire un petit peu plus, ça sera un peu plus fin et un petit peu moins aride, un petit peu moins droitier que je n'aurais pu le faire en vous disant, ben voilà, votez tous pour. En fait, je vais répondre à cette question de la façon suivante. Mes opinions politiques sont que j'écoute et je suis sensible, voire je valide le discours de quelqu'un dont la pensée se structure autour de 3 prérequis. Je répète, mes opinions politiques, c'est d'écouter, voire de valider, en tout cas de recevoir comme complètement qualifiant
un discours qui répond à 3 prérequis. C'est-à-dire que je cherche à valider chez quelqu'un qui m'expose une vision politique 3 connaissances de base, 3 acquis de base, 3 prérequis. Dans la mesure où cette personne ne dispose pas, n'a pas une vision claire, n'a pas structuré ses idées sur ces 3 catégories ou sous-catégories, enfin selon moi des 3 catégories maîtresses suivantes, j'invalide ou je n'écoute pas ou son discours politique me rentre par une oreille et me sort par l'autre. Ces 3 catégories sont 1. Le facteur énergétique, le facteur économique, financière et monétaire et financier, et le facteur, pardon pour la sonnerie de téléphone que pour une fois j'ai à côté de moi et que j'ai oublié de couper évidemment, et le facteur, le 3e étant le facteur Big Data, c'est-à-dire le facteur de l'utilisation des données informatiques que nous fournissons à l'Empire. Donc je répète, ma vision ou mon opinion politique, c'est d'écouter et de trouver qualifiant et intéressant le discours, de tout parti que ce soit, dont émane de façon très claire la vision, la notion, dont je sois sûr qu'il ou elle ait compris 3 choses. Notre déterminant économique, notre déterminant écologique et notre déterminant, on va dire, informatique, c'est trop vague, mais en tout cas au niveau du big data. C'est-à-dire le big data déterminant indirectement, inférant, dit-on, la perception qu'on a du monde, puisqu'évidemment, ce sont, comme le dit très bien le sociologue Laurent Cardon, dont je vais vous passer un extrait dans pas longtemps, ce sont des algorithmes qui désormais échappent à l'entendement, qui orientent ce qui remplit vos fils d'actualité, c'est-à-dire votre vision du monde. Donc il est impossible de prétendre comprendre la paire de lunettes à travers laquelle on voit le monde si on ne comprend pas le rôle le kidnapping, le totalitarisme des algorithmes. Donc voilà, j'ai envie maintenant, pour éclairer ce discours, plutôt que de vous faire des résumés hors de propos, plutôt que de simplifier les propos, j'ai envie tout simplement d'utiliser une fonction de YouTube qui s'appelle le fair use, c'est-à-dire l'usage entre la production de contenu tiers entre gentlemen. Donc je pense qu'aucune de ces 3 personnes-là ne m'en voudra d'avoir partagé ces contenus, car d'autant plus je vais les lister, comme ça vous pourrez accéder à leur page, à leurs vidéos en cliquant sur un des 3 liens ci-dessous. Donc je vais maintenant laisser la parole pour éclairer ce qu'il appelle le déterminant énergétique. Je vais donner la parole à Jean-Marc Jancovici, qui va établir le lien entre les printemps arabes, la crise céréalière russe et le réchauffement climatique. Je donnerai ensuite la parole au sociologue Laurent Cardon, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui dans un très beau livre qui s'appelle « Comment rêvent les algorithmes », et dans un certain nombre de conférences, notamment à l'Université de Nantes, disponibles toutes gratuitement sur Internet, nous soulève un voile dont les médias de masse, dont l'Empire ne parle jamais, qui est le totalitarisme des algorithmes. Et dans un 3e temps, je vous passerai un extrait de François Asselineau sur la nuance de taille entre la monnaie commune et la monnaie unique, et il vous rappellera ou vous expliquera au besoin en quoi l'euro n'est pas une monnaie unique mais une monnaie commune, et en quoi nos euros nationaux sont des créances adossées aux banques centrales de nos pays et non pas à la Banque Centrale Européenne. Et ceci dit avec toute une série de conséquences derrière, qui sont notamment que les intérêts de nos banques centrales étant différents, et bien quand nos représentants s'enferment dans des salles closes à Francfort ou à Bruxelles, et bien ils s'écharpent pour tirer les taux directeurs dans le sens favorisant l'économie de leur pays. Bref, encore une fois, mon but n'est pas de rentrer dans le cœur de l'explication. J'ai l'élégance, entre guillemets, de laisser la parole aux gens qui m'ont appris et qui m'ont enseigné, qui m'ont éclairé sur ces sujets, hein. Comme disait Nietzsche, citer n'est pas pédant, citer c'est au contraire une preuve d'humilité, puisque c'est laisser passer la lumière à travers soi. Donc je n'ai rien inventé de ce dont je viens de vous parler, je l'ai au contraire appris des 3 personnes dont je vais maintenant vous passer un extrait. Si jamais ces personnes nous regardent, eh bien simplement, votre lien est en description, ceci est un renvoi d'ascenseur, donc évidemment
cette vidéo, je pense, et vous en conviendrez également, entre dans le contexte que YouTube appelle le fair use, c'est-à-dire l'utilisation, l'agrément entre gentlemen d'utilisation du contenu d'un autre pour le promouvoir et en l'en informant. Voilà. Ce qu'on montre et ce qu'on partage, c'est effectivement une évaluation de l'information, mais c'est une construction aussi identitaire, de façon très forte. Du coup, le web n'est plus ce qu'était pour Google un graphe de documents, c'est un graphe où il y a des personnes et des documents qui sont accrochés ensemble parce qu'on construit son identité. Et d'ailleurs, beaucoup, aujourd'hui, dans les algorithmes du web, on mesure des personnes. C'est plus l'information qu'on classe, c'est des individus, donc on classe sa réputation, hein, par toute une série de système. Alors, ça a une conséquence importante, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure, Google se met au-dessus parce qu'il ne veut pas que les gens agissent en fonction du PageRank. Les métriques du web social, elles sont dans le web. Elles sont sur votre page Facebook, nombre d'amis. Elles sont sur votre page Twitter, nombre de retweets, etc., etc. La mesure, elle est incorporée à la fiche d'identité des personnes. Ça veut dire qu'on agit bien pour voir la mesure et agir sur la mesure. La séparation entre le naturel et le stratégique, elle perd son évidence. Donc, au moment où la Syrie se met à devoir importer des céréales, pas de pot pour elle, le prix des céréales augmente. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à augmenter ses exportations. Oui, mais l'essentiel des exportations de la Syrie, et c'est là qu'on va retrouver notre pétrole, c'est du pétrole. D'accord ? La Syrie est pour l'essentiel un exportateur de matières premières. Alors les bonnes années, quand elle était en excédent de production céréalière, là, vous voyez, quand vous êtes plutôt ici ou plutôt ici, elle exportait aussi un peu de céréales, mais globalement, l'essentiel des exportations syriennes, c'est du pétrole. Or, ce que vous voyez très clairement sur ce graphique, c'est que la Syrie est passée par son maximum de production de pétrole en 2002, et je vous expliquerai dans pas longtemps du tout que le maximum de production de pétrole dans un pays donné est un objet qui est mathématiquement certain. D'accord ? Vous ne pouvez pas échapper au fait que dans une zone pétrolière, et soit dit en passant pour la Terre dans son ensemble, vous avez déjà eu, ça dépend des zones, un maximum à l'extraction annuelle de pétrole. La Syrie l'a connu en 2002, vous voyez 2002 c'est un tout petit peu avant le déclenchement des troubles, donc on ne peut pas dire que c'est Daesh qui a provoqué la chute. Là, je ne serai pas aussi affirmatif. Par contre, là, je le suis. Donc vous avez un pays qui doit faire face à des prix alimentaires qui augmentent, qui a des recettes budgétaires pour financer ou subventionner la hausse des aliments qui baissent, et il s'est passé en Syrie ce qui s'est passé en France en 1789. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont faim. Et vous verrez un petit peu plus tard, je vais commencer après à faire, je vais m'échapper temporairement du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient plus exactement, pour aller sur des propos un peu plus larges, mais quand je reviendrai à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, etc., vous verrez qu'on va retrouver ce premier déterminant du changement climatique qui contraint la production locale, ce deuxième déterminant du recours aux exportations avec une explosion des prix des aliments importés, et un troisième déterminant qui est que pour des raisons énergétiques, là c'est les exportations de pétrole, ailleurs vous allez voir que c'est autre chose, vont vous supprimer des recettes à l'exportation, et donc vous provoquer une multiplication par 2 du budget alimentaire pour la moitié de la population, alors même que ce budget alimentaire pour cette moitié représentait déjà la moitié de ce que les gens gagnaient. Donc quand la population passe, vous êtes ici gras et bien nourri comme moi, donc si l'alimentation pour vous passe de 5 à 10% ou de 10 à 20% de ce que vous gagnez, ça va très bien. Vous allez un peu moins au cinéma et vous envoyez un peu moins de SMS. Vous allez un peu moins en vacances. Quand, ce que vous avez probablement du mal à vous figurer dans cette salle, moi compris, parce que ça ne vous concerne pas, l'alimentation représente la moitié ou les 2 tiers de ce que vous gagnez, et que ce prix-là double, vous n'êtes pas en train de vous dire où est-ce que je ne vais pas partir en vacances. Vous prenez les armes et vous descendez dans la rue. C'est très exactement ce qui s'est passé au Maroc, pas au Maroc, en Tunisie et en Algérie, je vais y arriver, en Tunisie et en Égypte. Et je vous dirai pourquoi ça n'est pas arrivé en Algérie et au Maroc. En apparence, tous les euros qui circulent sont identiques. Mais ce n'est qu'une apparence. Les euros ne sont pas identiques juridiquement. D'un point de vue juridique, l'Allemagne émet une monnaie allemande qui s'appelle l'euro. La France émet une monnaie française qui s'appelle aussi l'euro. La Grèce émet une monnaie grecque qui s'appelle aussi l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes entrés dans la zone euro,
Nous avons conservé notre monnaie nationale, mais elle a subi une mutation. Au lieu de s'appeler le franc, elle s'appelle l'euro. Désormais, elle est échangée au taux de 1 pour 1 avec les pays qui ont fait le même processus. L'Allemagne a changé le mark contre l'euro. La Grèce a enlevé la drachme, l'a remplacée par l'euro. Et donc, il y a une convention qui fait que 1 euro en France égale 1 euro en Allemagne égale 1 euro en Grèce. Et enfin, comme nous appartenons à l'Union européenne où il y a libre circulation des mouvements de capitaux, il n'y a aucune limitation à ce change. Si vous avez 10 000 euros sur votre compte courant à Samoin ou à Verchex ou à Annecy, vous pouvez ouvrir demain un compte à Düsseldorf, à la banque à Dresdner Bank, et transférer vos 10 000 euros dans ce compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf. Si vous en avez 100 000, vous pouvez transférer vos 100 000 euros. Si vous en avez 10 millions, vous pouvez transférer vos 10 millions d'euros. Et ce faisant, l'argent que vous avez actuellement dans votre compte, qui est une créance, d'un point de vue juridique, qui est une créance sur la Banque de France, va devenir une créance sur la Bundesbank. Les euros émis par l'Allemagne sont des créances sur la Bundesbank, les euros émis par la France sont des créances sur la Banque de France, les euros émis par l'Italie sont des créances sur la Banque centrale italienne, les euros émis par la Belgique sont des créances sur la Banque centrale de Belgique, les euros émis par la Grèce sont des créances sur la Banque centrale de Grèce, etc. Parce que l'un des grands secrets, c'est que l'on n'a pas supprimé les banques centrales. Vous avez toujours la Banque de France, vous avez toujours la Bundesbank, vous avez toujours la Banque centrale d'Italie. D'ailleurs, si vous reprenez le traité de Maastricht, ou le traité actuellement en cours, le TUE et le TFUE, vous vous apercevez qu'il est question du système européen de banque centrale, et la Banque centrale européenne est d'ailleurs composée dans son conseil d'administration des gouverneurs de toutes les banques centrales de la zone. Donc on n'a pas du tout supprimé les banques centrales nationales. Les traités parlent du SEBC, le système européen de banque centrale. En ne supprimant pas les banques centrales nationales, les gouverneurs de chacune d'entre elles étant représentés au conseil d'administration de la BCE, les concepteurs de l'euro, et notamment les Allemands, ont choisi de facto un processus facilement réversible. Merci à tous d'avoir partagé ensemble cette petite vidéo du lundi. Ce nouveau type de format, bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé voir filtrer la lumière à travers moi et avoir peut-être découvert 1, 2 ou 3 de ces interlocuteurs, c'est-à-dire ce chercheur en sciences dures, ce polytechnicien, ce physicien qui est Jean-Marc Jancovici, ce sociologue qui est Laurent Cardon et cet énarque qui est François Asselineau. Toutes vos remarques en commentaire, les pouces évidemment ils doivent déjà être levés à ce stade. Si vous n'étiez pas encore abonné à cette chaîne, mais si maintenant vous étiez familière, eh bien c'est le moment de le faire car j'ai décidé désormais, je me suis engagé devant vous d'ailleurs, et puis vous le voyez, vous le constatez tous les jours, à produire un contenu régulier sociologique, c'est-à-dire à vous offrir une paire de lunettes supplémentaires pour comprendre le monde dans son aspect relationnel. Alors moi, c'est ma spécialité, ce sont les gifles de réalisme et les déterminants évidemment affectifs, émotionnels et également professionnels. Mais de temps en temps, comme ça, j'ouvrirai, je dévoilerai, je permettrai à mes quelques milliers de followers de s'enrichir d'un autre angle de vision, d'une autre paire de lunettes, d'une autre grille de lecture, quand je pense que celle-ci est structurante, qu'elle nous permet de comprendre le monde et surtout qu'elle vous permettra de voter mieux, hein, car se plaindre ne sert à rien tant qu'on ne sait pas, encore une fois, tant qu'on ne sait pas élire ses représentants avec justesse. Et pour élire ses représentants avec justesse, il faut comprendre dans quel monde nous vivons. Et pour cela, ce n'est pas les médias qui nous aident, car les médias ne laissent pas dans leur colonne une place au sujet représentatif de l'importance qu'ils ont réellement en termes de déterminisme. Voilà, c'était tout pour moi, hein. J'ai pour une fois moins parlé que mes invités, mais c'est le but de cette vidéo. Donc maintenant, à vous en commentaire. Et n'oubliez pas de parcourir les autres vidéos de la chaîne. Pour parcourir les autres vidéos de la chaîne, c'est là. Et pour s'abonner, c'est ici. Eh ben non, je me trompe, c'est là.